Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour ce 20e épisode, j'ai l'honneur de vous faire découvrir le témoignage de Dora Blasberg, une jeune femme dynamique et pleine de joie de vivre, atteinte du syndrome de Sapho et d'une spondylarthrite. Lors de notre conversation, nous avons discuté de ces deux maladies invisibles et de l'impact du handicap sur son quotidien, de son projet d'activité physique adaptée ProAdapt, mais aussi de programmation neurolinguistique et de visualisation. Dora étant psychologue, je vous conseille fortement d'écouter cet épisode jusqu'à la fin pour découvrir les astuces qu'elle utilise au quotidien. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Dora Blasberg. Et psst, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast et partager vos impressions avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Pépin Podcast. Une dernière chose, rendez-vous à la toute fin de l'épisode si vous voulez écouter le bêtisier en exclusivité. Allez, je vous laisse tranquille, bonne écoute. Bonjour Dora. Bonjour. Merci beaucoup de partager ce moment avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Alors, si tu veux bien, avant de commencer à te poser toutes mes questions, j'aimerais présenter brièvement ton parcours. Oui. Alors, tu as été diagnostiquée d'une maladie rare à l'âge de 7 ans, le syndrome de Sapho. C'est une maladie invisible qui touche la peau, les muscles et les os. On en parlera plus tard. Puis, à l'adolescence, tu as découvert que tu étais atteinte d'une autre maladie, la spondylarthrite, qui est une inflammation chronique des articulations. Arrivée à l'âge adulte, tu t'orientes vers des études de psychologie pour exercer en tant que psychologue du travail, aussi bien dans des entreprises que dans des associations. On va y revenir, mais depuis mars 2020, tu es la cofondatrice de ProAdapt. Et enfin, tu es aussi psychologue et psycho-énergéticienne à ton compte depuis quelques mois. Alors, je n'ai pas énoncé toutes tes expériences professionnelles, car il y en a pas mal, mais dis-moi si j'ai oublié un détail qui te semble important pour la suite. Non, je souris tout le temps. C'est un détail que les gens peuvent pas voir en écoutant, mais oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, je confirme, je le vois sur la vidéo, et puis même le sourire, on l'entend un petit peu dans la voix. Alors pour commencer, j'aimerais revenir à ton enfance et à la période de ton premier diagnostic. Est-ce que tu te souviens de l'annonce et ce que tu as ressenti du haut de tes 7 ans ? Oui, c'est un moment qui est assez marquant, même quand on est enfant, quand on annonce une maladie, un handicap ou quelque chose de dramatique. Je me rappelle très bien, déjà j'avais des douleurs chroniques que personne ne comprenait, donc j'ai eu toute une phase où j'ai porté par exemple tout un attirail là pour essayer de me redresser les épaules parce que ma maladie se concentre sur la clavicule droite. Ils pensaient que je m'étais cassé la clavicule, donc j'ai fait vraiment beaucoup d'analyses avant que les médecins comprennent que c'était pas une clavicule cassée et que c'était bien un syndrome, donc le syndrome de Sapho, une maladie auto-immune. Et je me rappelle l'annonce, c'était un médecin en blouse blanche et moi j'étais petite forcément à 7 ans et il m'a annoncé ça comme quelque chose qui était dramatique, qui allait rendre ma vie complètement nulle, qui allait la bousiller et et un de ses mots forts, je me rappelle, c'était je pense que du coup on va devoir te programmer pour qu'on te découpe le bras en fait, t'enlève le bras parce qu'on connaît pas trop cette pathologie et ça se trouve tu pourras plus l'utiliser donc autant l'enlever. Et je me rappelle très bien de cette annonce et de me dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ça effectivement c'est un moment marquant, oui. Et avec le recul, à ton avis, comment ça se fait qu'il t'a annoncé des choses aussi dramatiques ? Alors, c'était une maladie qui était encore assez rare à l'époque où je l'ai eue, à mes 7 ans. Maintenant, on commence à mieux la connaître et il y a de plus en plus de cas diagnostiqués. Donc, il y a de la recherche. Là, par exemple, en octobre-novembre, il y a une journée nationale dessus, de recherche. Donc, ça commence à être mieux connu et mieux appréhendé. Mais je pense que quand on a une pathologie qui n'est pas connue au début, les médecins font comme ils peuvent. Enfin, malheureusement, voilà, alors ça n'a pas été très bien dit, pas avec les bons mots forcément. Peut-être que c'était sous un ton d'humour noir que moi j'ai pas compris en tant qu'enfant, peut-être.
Mais en tout cas, voilà, c'était assez violent, je me rappelle très bien. Et j'ai des images qui me viennent à l'esprit quand enfin, quand je me remémore ces moments-là. C'est rentrer de l'hôpital, la vitre, enfin, la tête contre la vitre de la voiture et regarder au loin. Et en plus, quand on est arrivé dans mon petit village, parce qu'on habitait vraiment dans un petit village au fond du 37, enfin, vraiment un tout petit village. Et bah, je me rappelle avoir vu mes copains qui sortaient d'un atelier sportif ou je sais pas quoi. Et du coup, toute l'école, en fait, était là et est passée devant. Enfin, nous, on est passé devant eux en voiture. Et moi, je ressentais un mal-être vachement profond. Et je me disais, bah, ça y est, ma vie, elle vient de basculer. Je pourrais plus m'amuser comme les autres enfants. Enfin, j'ai vraiment ce souvenir enfin, les adultes ont dit que ma vie allait être foutue. Et est-ce que, avant de continuer, tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est le syndrome de Sapho et aussi la spondylarthrite? Alors, faut savoir que moi, je n'ai pas les termes médicaux, je tiens bien à le préciser, et que je n'ai jamais tapé sur Google ces deux maladies-là parce que j'ai pas envie de voir tous les cas dramatiques ou la pire des situations. Je suis vraiment plutôt dans une optique positive des maladies en me disant, bon, bah voilà, on va essayer de faire avec et de les dompter, mais je veux pas voir les cas vraiment trop graves. Ce que je sais sur le SAPHO, moi, ce que j'imagine, en tout cas, quand je l'explique, c'est que, en fait, c'est une maladie donc auto-immune, inflammatoire, assez rare, qui ne se guérit pas. Et donc, c'est pour ma partie concentrée sur la clavicule droite. Donc, généralement, c'est concentré vraiment sur une partie osseuse. Et c'est comme si c'était un gruyère, donc avec des trous et des pleins, là où les petites souris mangent. Et en fait, les trous deviennent pleins, les pleins deviennent trous. Donc concrètement, tous les jours, mon os a une forme différente. Mon os se détruit, se mange et se recrée. Donc c'est là où c'est auto-immune. Donc ça fait des douleurs, ça fait de la fatigue chronique parce qu'on consomme de l'énergie pour cette maladie. Alors, des fois, j'essaye d'en rigoler en disant mon os innove. Des fois, il change de forme. C'est un véritable artiste. Cette maladie, c'est un artiste que je pense sur moi. Mais voilà, enfin, c'est vrai que c'est douloureux. Certaines fois, je supporte même pas la bretelle d'un haut ou d'un soutien-gorge, d'un sac à main. Alors là, on n'en parle même pas. Donc voilà, c'est assez douloureux. Et ça va effectivement avec d'autres choses, bah, avec des contractures musculaires, puisque l'os change. On contracte au niveau de la posture. Il y a plein de compensations qui se font au niveau du corps. Donc, j'ai des contractions musculaires qui vont avec. Et la plupart des gens ont des problèmes dermatologiques avec, c'est-à-dire des pustules sur les mains, sur les pieds. Moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de problèmes dermatologiques quand j'étais enfant. Après l'annonce de la maladie, j'ai eu beaucoup d'eczéma dans la tête, aux oreilles, etc. Et c'était des choses qui se voyaient. Et moi, j'avais honte d'avoir de l'eczéma, alors que du coup, la maladie du SAPHO, c'est une maladie invisible, un handicap invisible qui ne se voit pas. Donc c'est vrai que c'est une des manifestations qui fait que ça se voit. Et concrètement, quand j'ai grandi, au début, j'avais, je pense, au moins 5 centimètres de différence entre mon épaule droite et mon épaule gauche, en hauteur et puis en largeur. Donc j'avais une toute petite épaule riquiquée à droite. Donc, mais les médecins aussi m'avaient dit, bah, jamais tu auras de poitrine, tu seras toute plate toute ta vie. Enfin, des choses qui sont assez traumatisantes quand on pense à la femme qu'on veut être plus tard et qu'on n'idéalise pas du tout quelqu'un qui est voilà, avec une épaule plus petite, plus haute, et puis en plus qui a pas de forme féminine. Enfin, c'était assez compliqué. Finalement, après, j'ai changé d'imagination sur mon futur, et ça on en parlera, je pense, un peu après, mais c'est vrai que le début a été difficile. Et la spondylarthrite, bah, c'est des douleurs aiguës, en fait, au niveau rhumatismal, qui se manifestent pour ma part dans le dos. C'est un petit peu en sommeil depuis quelques temps grâce à tout ce que je mets en place, on en parlera aussi. Mais voilà, enfin, c'est vraiment deux maladies très particulières, si on peut résumer ça comme ça. Et est-ce que tu disais la déformation de la clavicule, c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu aujourd'hui? Ah oui, oui, c'est impressionnant. Même, par exemple, mon mari, des fois, je lui dis, oh, t'as vu la forme qu'elle a aujourd'hui? C'est bon, on en devient rigoler, mais oui, oui, c'est visible. Des fois, c'est une énorme bosse, des fois, c'est un grand creux, des fois, c'est plein de petites vagues. Donc, quelqu'un qui va pas le savoir, bah, il va pas forcément prêter attention à mon os. Et maintenant, tu vois, là, j'ai osé mettre un décolleté. Maintenant, j'ose mettre des décolletés. Et tant pis si on voit un bout d'os. Mais pendant longtemps, j'ai caché. Et oui, oui, c'est visible, ouais. Tu as dit que ça se guérissait pas. Est-ce que c'est possible de proposer de la chirurgie ou pas pour, par exemple, est-ce qu'on pourrait te remplacer la clavicule par un os, je sais pas, comme un titane ou j'en sais rien, un autre matériau? Faut peut-être demander au médecin qui voulait me couper le bras.
Non, je sais pas. Non, je pense pas. Enfin, ça dépend les os là où ils sont placés. En tout cas, on me l'a jamais proposé euh, parce que, enfin, je pense que c'est des opérations risquées. Et puis mine de rien, on arrive à vivre avec cette pathologie. Il y a des petites astuces pour mieux vivre avec. Donc, je suis pas sûre que ça en vaille le coup. On me l'a jamais Oui. proposé. Et ça dépend où est placée la maladie. Je sais que beaucoup c'est placé au sternum ou aux côtes. Là, c'est aussi difficile. Donc enfin, ouais, je sais pas. C'est pas vraiment particulier. Mais par exemple, en termes de douleur, donc il y a des douleurs aiguës comme si on nous enfonce des aiguilles dans les os, enfin au niveau de la clavicule. Mais il y a aussi des douleurs des fois où bah, le simple fait de marcher, d'avoir les pas, enfin comment dire, le poids du corps qui avance sur le sol. Et ben du coup ça va vibrer dans tout le corps et déclencher des douleurs. Enfin, il y a vraiment différents types de douleurs en fonction des crises douloureuses, des poussées on appelle ça. Moi j'appelle ça des crises. Donc, ouais, c'est particulier. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais quelles ont été les conséquences de ces deux maladies sur ton quotidien de petite fille puis d'adolescente? Alors, petite fille, ça a été très compliqué. J'ai eu la chance, je pense, d'avoir des parents qui m'ont mis dans une bulle, qui ont pris soin de moi, et puis ma sœur aussi. Enfin, voilà, un environnement qui a pris soin de moi sans pour autant me stigmatiser, me mettre de côté et m'enfermer dans quelque chose de elle est trop fragile. Donc, oui. Par exemple, je faisais pas de trampoline ou alors j'allais pas aux auto-tamponneuses, je faisais très attention. Enfin, c'est des trucs quand t'es petit que t'adores, quoi, les trucs comme ça. Moi, je sais que, enfin, on réfléchissait à deux fois parce que je l'ai fait une ou deux fois. Je suis tombée sur la clavicule ou sur le bras. C'était des crises pendant des semaines derrière à hurler de douleur tellement j'avais mal. Donc après, on apprend. Mais j'ai eu un environnement très bienveillant, protecteur, mais dans le bon sens du terme, et qui me disait aussi des fois, bah Dora, t'as mal à la clavicule parce que quand j'ai vraiment des grosses crises, je ne peux pas me servir de mon bras droit. Donc, je pouvais pas écrire avec mon bras droit. J'ai dû apprendre à écrire avec la main gauche aussi. Je pouvais pas me coiffer. Je pouvais pas me brosser les dents avec la main droite. Enfin, en fait, on est obligé de développer des nouvelles compétences qu'on n'avait pas idée de développer. Là. Des ambidestres, les deux mains, j'avais pas pensé à le faire. Mais voilà, on développe des nouvelles choses. En termes d'amis, parce que ça compte beaucoup quand on est enfant, bah, moi j'ai eu des super amis. Je pense que tout le monde n'était pas au courant que j'avais cette maladie, mais il voyait bien que le prof de sport, pardon, le maître d'école, il faisait un petit peu attention à moi. Donc voilà, enfin, j'ai grandi dans un environnement très bienveillant et adolescente, c'est vrai que je cachais, je mettais beaucoup de serre-tête, voilà, pour cacher tout ce qui était eczéma dans ma tête. J'avais très honte, je mettais beaucoup de col roulé, beaucoup d'écharpes pour cacher la différence des os. Toutes les photos de moi petite, j'ai des écharpes. Je voulais même dormir avec pour me cacher de moi-même, en fait, hein, du regard des autres et du regard de moi-même dans le miroir. Donc, ça a été des périodes un peu particulières. Et il y a une rencontre qui a fait que ça a changé ma vie. Donc, je sais pas si on en parlera après, mais voilà, c'est une rencontre au moment de l'université où vraiment ça a bouleversé le reste de mon histoire. Oui, bah vas-y, tu peux nous en parler si tu veux. Parler Ok, si je tu veux. suis lancée. Ouais, des fois, la vie, c'est des rencontres. Et en fait, je me rappelle, donc j'étais étudiante en psychologie. Donc, j'avais des difficultés quand même. J'avais déclaré mon handicap au service handicap de l'université. J'avais un ordinateur alors que personne ou presque en avait un. Enfin, voilà, il y avait des choses qui étaient déjà mises en place. J'avais un tiers-temps, par exemple, pour avoir un tiers de temps en plus pour les examens. C'est des dispositifs qui existent pour les enfants ou les jeunes qui sont reconnus handicapés. Et un jour, sur la boîte mail de l'université, je reçois un job, enfin une proposition de job qui était de s'occuper d'une personne en situation de handicap, elle aussi, mais très lourd, polyhandicapée, les week-ends. Et du coup, moi, ça tombait bien, je cherchais bah, un job pour financer mes études, et parce que j'avais mon appart et tout ça, j'étais plutôt très autonome, mais j'avais besoin d'un petit peu de sous, comme beaucoup d'étudiants. Et donc, j'ai candidaté, et en appelant pour cette annonce, la personne au bout du fil m'a dit, bah écoute, tu as une super voix, bah viens demain à 10h faire le test. J'étais là, ah bon, elle m'a fait un entretien avec une voix. J'ai une bonne voix, je savais pas. Et en fait, de fil en aiguille, donc je me suis occupée de cette personne polyhandicapée qui s'appelle Lise, qui a le syndrome de Rett, qui marche pas, qui parle pas, qui mange pas toute seule, qui exprime tout via le regard. Donc ça a été des moments très très forts. Et c'était un peu comme une grande sœur, petite sœur à la fois, parce qu'elle était plus grande que moi, mais dépendante de moi. Et déjà, ça m'a un peu fait, comment dire, prendre conscience qu'il y avait des handicaps beaucoup plus lourds que le mien.
parce que je m'occupais d'une personne dont le handicap était très lourd. Et elle arrivait à vivre des super moments, on arrivait à lui faire passer des super moments sans penser à son handicap. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien dans ce sens-là. Et puis sa mère, donc qui est Mireille Malo, qui est devenue une maman de cœur pour moi, en plus de ma vraie famille. Eh bien, en fait, c'est une personne très investie dans le domaine du handicap, qui a notamment participé à la création des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, qui a participé à la création des auxiliaires de vie scolaire, puis universitaire, enfin, qui a vraiment œuvré même dans la loi de 2005, qui a vraiment fait bouger la France dans le domaine du handicap. Et elle organise avec son association qui s'appelle l'Hippocampe des événements dans le domaine du handicap, euh, court-métrage et puis bande dessinée, pour prouver au grand public, aux décideurs économiques, à tout le monde, que les personnes handicapées ont des compétences et que quand on voit une œuvre, quand c'est un court-métrage sur un grand écran comme à Cannes, eh ben, on ne voit pas le handicap qu'il y a derrière. Et en gros, elle dit, bah, vous voyez, les personnes handicapées ont des compétences, puisque vous admirez leur œuvre, et bah, embauchez-les et vous verrez dans vos entreprises, elles feront des choses. Et du coup, quand Mireille, je la voyais faire toutes ces actions là le week-end pendant que je m'occupais de sa fille, je me suis dit, mais ouais, elle a raison. Alors, non seulement j'ai rejoint l'hippocampe pour être bénévole, mais en plus, je me suis dit, mais Dora, t'as un handicap qui se voit pas, mais ose en parler, participe au changement des mentalités parce que, voilà, t'as cette force et du coup, c'est ce qui a déclenché que j'ose en parler maintenant. Et oui, et justement, est-ce que tu as été déjà victime de remarques désobligeantes à cause du fait que bah, ton handicap soit invisible? Oui, une fois, j'ai eu une fin de contrat dans une entreprise et, euh, et en signant, alors, je sais plus, le document de fin de contrat, on m'a dit, ah bah, plus jamais de ma vie, j'embaucherai des personnes handicapées. Bon, d'accord. Alors, la fin de contrat, elle n'était pas du tout en lien avec mon handicap, mais c'est vrai que c'est un sujet enfin, que- qui m'est à cœur, dont je parle souvent, l'inclusion dans la société, dans le domaine professionnel, de faire des choses, d'embaucher des personnes qui ont des profils un peu différents. Diversité au sens large, parce qu'il n'y a pas que le handicap d'ailleurs, hein, dans le terme diversité. Et on m'avait fait cette remarque-là. Après, souvent, j'ai moi-même une limite que je me mets, une timidité, ou je sais pas quel est le sentiment, mais j'ai la carte de reconnaissance handicapée, donc j'ai la carte prioritaire, par exemple, j'ai pas la stationnement, mais j'ai la prioritaire. Et c'est vrai qu'à la caisse, quand il y a vraiment beaucoup de monde, des fois je la sors quand je suis en crise pour faire moins la queue parce que je peux pas porter un sac. Enfin, voilà, j'ai des grandes difficultés même à tenir debout des fois, mais j'ai encore du mal avec le regard des autres qui comprend pas qu'on peut être sur deux jambes et puis avoir un handicap et que ça se voit pas. Donc, j'ai pas forcément toujours des remarques, mais c'est difficile. Ouais. Et dans ce genre de situation, tu fais quoi? Tu dis rien et tu rentres chez toi ou tu en parles? Si vraiment je suis pas bien, qu'il faut que je passe devant tout le monde pour que j'aille m'asseoir après, euh, enfin, je pense que je prends mon air pas très aimable, je monte ma carte et puis je peux dire oui bah et alors enfin quelque chose comme ça, tu vois, je peux être pas très aimable parfois parce qu'on a la fatigue, on a la douleur qui nous tire sur la couenne. Enfin, on a plein de choses qui font que des fois on n'est pas très de bonne humeur. Et des fois ça va un peu et du coup je prends mon mal en patience, je m'appuie sur le bord de la caisse et j'attends quoi. La réaction dépend de ma santé en fait. Mais des fois, ça se passe très bien aussi. Des fois, il y a des gens qui disent, mais bien sûr, passez. Ou alors dans des musées, des gens qui disent, asseyez-vous, madame, on va vous faire passer en priorité à la caisse. Enfin, des fois, ça dépend vraiment des- de la formation, je pense, et de la sensibilisation des gens qu'on a en face. Est-ce que tu as des astuces que tu as mises en place au quotidien pour compenser ton handicap ou soulager tes douleurs? Oui, alors compenser le handicap, bah, du coup, il y a le fait d'être ambidestre. Après, j'ai pas trop de compensation parce que, enfin, faut juste faire attention à moi, en fait. Mais au niveau des astuces pour faire en sorte que j'ai moins de douleur, par contre, ça c'est clair que depuis le temps, je commence à en mettre en place parce que du coup, 7 ans, enfin, moi, je suis mauvaise en calcul, mais ça fait quand même 23 ans que j'ai ma maladie. Donc, ouais, voilà, c'est ça, 23. Donc, ça fait un petit paquet de temps. Oh la vache, ça rajeunit pas. Euh, et bah, du coup, j'ai trouvé des astuces, effectivement. Alors, déjà, c'est d'essayer au maximum d'être bien dans sa tête, puisque le mental a un pouvoir énorme sur le reste du corps. Donc être bien dans sa tête, c'est bah, des fois on a des moments où ça va pas bien, hein, comme tout le monde, des moments de stress, des moments de plein de choses. Donc je fais beaucoup de visualisation positive, d'exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Alors la méditation, des fois ça me gave.
parce que je suis une hyperactive, hein. Donc, des fois, j'ai l'impression de perdre mon temps, mais par exemple, je peux écouter un podcast et me concentrer dessus, ou alors il y a des podcasts un peu reposants. Donc ça, enfin, gérer un peu le mindset. J'ai aussi une équipe je les appelle mes personnes ressources autour de moi. J'ai identifié des gens qui, je sais que quand je suis en détresse, je peux les appeler. J'ai rendez-vous, par exemple, rapidement avec une psychologue ou une coach. Enfin, j'ai différentes personnes ressources qui me font du bien. Donc, j'ai tout cet aspect-là psychologique, on va dire, qui est important. Et ensuite, j'ai mis en place une routine de vie qui correspond à mon handicap. Donc, c'est-à-dire un rythme de vie plutôt sain, en tout cas pour ce qu'il me faut. Moi, par exemple, donc avec la maladie chronique auto-immune, il y a la fatigue chronique qui va avec. Donc, je sais que si je dors pas 9 à 10 heures par nuit minimum, et ben j'ai des crises derrière. Donc tout le monde dit oui, un adulte, ça peut dormir que 7 heures. Moi, tu me fais dormir une nuit 7 heures, le lendemain, j'ai une crise chronique énorme. Donc, euh, donc voilà, je sais que j'organise ma vie et tous les soirs, quand je vais regarder une série, un film, je, je- j'anticipe à quelle heure le lendemain j'ai une réunion, à quelle heure le lendemain je dois travailler et donc du coup, quel est l'horaire que je peux me permettre pour me le coucher, sachant que je m'endors en une seconde. Donc dès que je me couche, je dors, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ma vie est un petit peu calculée pour avoir mes heures de sommeil minimum obligatoire pour moi. Enfin, c'est vraiment moi qui me mets cette obligation-là. Et si je sais que, par exemple, je vais faire que 8 heures de sommeil, bah, je vais essayer de trouver un moment dans la journée le lendemain pour faire une demi-heure, 1 heure de sieste ou au moins de repos, de m'allonger, d'essayer de faire des exercices qui détendent. Donc le sommeil, c'est une des premières choses. Après, il y a l'alimentation. Donc moi, je cuisine beaucoup à base d'épices, de curcuma, de choses qui sont antidouleurs naturellement. Il y a beaucoup de légumes ou d'épices qui sont antidouleurs naturelles. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis ce qui a changé ma vie il y a un peu plus de 5 ans maintenant, c'est les activités physiques. Et là, on en parlera probablement avec ProAdapt, mais presque tous les jours, je fais de l'activité physique. Et ça me fait un bien fou. Moi, quand on a toujours dispensé depuis mes 7 ans, tous les médecins m'ont toujours dit ne fais pas de sport, fais attention à toi. J'ai jamais, même pas passé le bac de sport, rien. Dora, j'allais aux salles de sport pour essayer d'enlever les bourrelets après le nouvel an, les trucs comme ça. On me disait ah non, non, on va pas prendre votre cas parce que on veut pas se retrouver avec un problème d'une personne handicapée. Eh bien, l'activité physique, finalement, m'a fait un grand bien fou. Donc, pratiquer une activité physique régulière. Ouais. Et au quotidien, du coup, tu as un planning de tes activités physiques ou tu fais un petit peu au feeling? Alors, au début, j'ai Béranger, donc mon cofondateur de ProAdapt, qui m'avait fait un planning de choses, puisque moi, je ne savais pas quel mouvement était bon pour moi ou pas, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Typiquement, à une époque, je m'étais obligée à aller courir. Mais en fait, déjà, marcher, des fois, ça me fait mal. Donc, courir, c'était une vraie bêtise. Mais je sais pas, pour moi, le sport, c'était courir. Courir toujours plus longtemps. Bon, bah, en fait, c'était pas du tout pour moi. Euh, donc voilà, donc au début, j'ai eu besoin d'un planning. Maintenant, j'en ai pas. Et je fais un peu selon ce que je connais et ce que je sens qui est bon pour mon corps, parce qu'il y a des jours où ça va très bien, donc je peux faire beaucoup de cardio, par exemple. Il y a des jours où ça va moins bien, donc ça va plutôt être des étirements, ce genre de choses. Par contre, la leçon que j'en tire, c'est vraiment, même quand je suis en douleur chronique, en crise chronique, en fait, il faut oser bouger le membre qui va pas bien. Donc, c'est pas vrai pour toutes les pathologies. Attention, vous vous blessez pas hein, si vous entendez ça, mais il y a certaines pathologies, en tout cas, où le fait de bouger même lentement, d'étirer, voilà, de créer en fait un peu de mouvement, eh bien, ça va générer des hormones antidouleurs naturelles et du coup, la douleur, elle diminue toute seule, sans médicaments ou presque, et ça, c'est le bonheur. Et est-ce que tu arrives à trouver la limite de l'activité sportive qui va te faire du bien et l'activité sportive qui est trop intensive et qui va peut-être déclencher une crise ou te faire mal par la suite, en fait? Alors, depuis que je fais de l'activité physique, vraiment au sens activité physique et plus sport, du coup, parce que sport, t'as la notion de performance et tout ça, j'ai jamais eu de crise chronique, de crise de douleur déclenchée. Jamais. Parce que j'ai eu les conseils de Béranger, c'est son métier, et parce que du coup, j'ai compris que tout ce qui était sur les bras, les pompes, je sais rien moi, les mountain climbers, les machins, les trucs comme ça, c'est plus pour moi. Enfin voilà, je fais une croix sur ces mouvements-là, c'est pas grave, il y en existe plein. Moi, je savais pas par exemple qu'on pouvait faire du cardio sur chaise. J'ai découvert avec Béranger que même quand moi je suis en crise de douleur chronique, et ben je me pose le cul sur une chaise et je peux faire du cardio, ça fait bosser autant ma respiration, enfin la partie cardiovasculaire. Après, j'ai les cuisses qui chauffent et tout ça. Et en fait, j'ai fait une séance et pourtant, elle était hyper intensive.
mais adapté à mon handicap. Donc, tu vois, il existe plein de choses en activité physique. Sans tout dévoiler, comment on fait du cardio sur une chaise? Et ben franchement, tu t'assois donc un peu au bord de la chaise et après, soit tu pédales, enfin tu fais du semblant du pédalo, soit tu écartes, rassembles tes jambes très très rapidement avec des rythmes différents, soit tu tapes, tu fais du tapping, tac 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 tac, tac, les pieds par terre. Et en fait, il y a plein de mouvements différents en fonction du rythme que tu vas faire. Eh bien, ça fait du cardio. En fait, c'est du cardio. Mais sauf que t'as pas le reste du corps qui bouge. Donc moi, vu que c'est plutôt le haut du corps qui est douloureux, et ben je peux faire du cardio, enfin continuer à muscler mon bas du corps, muscler les abdos, du coup toute la chaîne aussi qui tient le dos, hein, c'est hyper important, sans bouger et sans avoir d'à-coups sur le sol. Donc il existe plein de choses en activité physique adaptée, c'est vraiment magique, hein. Mais c'est pour ça qu'ils font STAPS, filière santé handicap, hein. C'est fait exprès pour nous conseiller. Ok. Et tu l'as déjà un petit peu évoqué, quelle est la différence pour toi entre du sport et une activité physique adaptée? Alors au début, il n'y en avait pas. Et Béranger, à chaque fois, il me reprenait, il faisait des gros yeux, genre, oh là là, j'ai dit sport, c'est pas bien. Donc, en fait, dans le sport, il y a la notion de performance euh, et de compétition. C'est-à-dire, par exemple, un sportif, bah, souvent, il fait des compétitions, ça c'est clair. Et puis, il va toujours, enfin, il va faire des compétitions contre d'autres personnes ou contre lui-même, c'est-à-dire faire un meilleur temps de course, courir plus loin, sauter plus haut. Moi, j'en sais rien, ça dépend des sports, hein, mais c'est vraiment une notion de performance, de dépassement de soi, d'aller au-delà de ses limites pour voilà, toujours faire plus. Alors que dans l'activité physique adaptée, c'est pas ça. C'est simplement bouger, faire des mouvements qui sont adaptés à sa santé. Donc, ça peut être un souci lié à un handicap, une maladie, du poids, de l'âge. Enfin, il y a plein de choses, même un membre qui est cassé, enfin, une cheville cassée ou quelque chose qui est cassé. On peut faire l'activité physique adaptée qui, du coup, prend en compte toutes les capacités corporelles, donc tous les mouvements possibles, toutes les douleurs aussi, et qui propose des mouvements qui sont adaptés en fonction de nos objectifs personnels. Ça peut être de l'amplitude des mouvements, ça peut être de l'assouplissement, ça peut être de la diminution de douleur, ça peut être un gain en capacité respiratoire, en poids, enfin il y a plein de choses qui sont possibles. Et du coup, l'activité physique va vraiment proposer des mouvements, donc que ce soit échauffement, cardio, étirement, j'en sais rien, moi il y en a plein, hein, souplesse, etc., mais qui sont adaptés à la situation de chaque personne. Et par exemple, moi, une séance d'activité physique qui est adaptée à aujourd'hui ne sera peut-être pas forcément adaptée pour le lendemain, puisque mon état de santé change. Donc c'est ça aussi l'activité physique, c'est pas parce que tu t'es hyper performant un jour, enfin d'ailleurs il n'y a pas de notion de performance, mais tu fais une super séance d'une demi-heure, trois quarts d'heure à une journée, ben, le lendemain si tu fais que 5 ou 10 minutes, c'est déjà mieux que rien. Donc c'est voilà, c'est s'adapter en fonction des capacités corporelles. Béranger, si t'écoutes ce podcast ou si un enseignant en activité physique adaptée écoute ce podcast et je me suis trompée, désolée. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Voilà, en tant que pratiquant de l'activité physique adaptée. Oui, c'est apprendre à s'écouter, quoi. Exactement. Ouais. Et à bouger pour faire du bien à son corps. Mais alors, si tu fais un petit peu tous les jours, c'est que tu as conscience, oui, que ça te fait du bien. Parce que moi, qui suis un peu, des fois, flemmarde, si je me dis, oh là, je suis fatiguée, en plus j'ai des courbatures, je fais pas de sport. Toi, tu te mets quand même une rigueur, un minimum. Il faut pas trop s'écouter non plus. En fait, le début, quand on fait vraiment pas de sport, enfin, comme moi, t'imagines, j'ai passé donc de mes 7 ans à mes 25 ans sans faire de sport pratiquement. Donc j'ai fait des tentatives de temps en temps, mais c'était pas très concluant. Donc ça fait quand même un paquet d'années à pas se bouger vraiment, hein. Je suis active dans ma vie, mais pas à faire de sport. Et quand j'ai pris la décision avec Béranger, enfin qui m'a fait un parcours sur mesure d'activité physique, en fait je me suis mis des petites astuces pour, enfin je suis quand même psychologue, donc je connais le fonctionnement cérébral pour m'obliger à prendre le nouveau rythme. Donc typiquement, bah, mes affaires de sport étaient prêtes juste à côté de ma table de nuit, et le matin quand je me levais, pouf, j'enfilais ma tenue de sport, j'enfilais pas mon peignoir ou je sais pas quoi. Et du coup, enfin voilà, tu te laisses plus le choix. Moi, je sais que j'aime faire le sport, enfin l'activité physique. Tu vois, je dis encore sport. Mon Dieu. Je préfère faire l'activité physique le matin, enfin, c'est ce qui me correspond le mieux. Après, voilà, c'est du moment que tu prends, je crois que c'est 21 jours. Quand tu prends une habitude 21 jours, ton cerveau, après, ça devient presque automatique. Donc au début, oui, il faut se forcer, mais après, c'est ton corps qui le réclame. Et même quand on est fatigué,
Enfin, franchement, là, tu vois, j'ai fait une nuit, je pense, de 8h30. Donc, c'est pas top, top cette nuit-là. Et pour autant, là, mon mari m'a dit, allez, tu viens à la piscine. Donc, on vient juste de commencer la piscine. Et effectivement, en sortant, on se sentait bien, quoi. Alors que j'étais fatiguée. Donc, tu as quand même de l'endorphine, la sérotonine, plein de choses qui sont générées par ton cerveau quand tu bouges. Et tu as un sentiment de bien-être après qui vaut le coup. Et donc, ton cerveau, il mémorise que t'as ressenti ça. Donc, après, tu te remotives toute seule, en fait, ou tout seul. Bon, tu as très bien amené le sujet, mais du coup, est-ce que tu peux... Donc, tu as créé ProAdapt en 2020 avec Béranger. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que propose ProAdapt et pourquoi tu as décidé de créer ce concept? Alors, je vais commencer par ta deuxième question. Le pourquoi, c'est lié à tout ce qu'on vient de dire. Du fait que moi, on m'a toujours dispensé de sport, que j'ai pas bougé réellement dans ma vie et qu'arrivé autour de 20-25 ans, voilà, je maîtrisais pas la forme de mon corps, mon énergie, tout ça. Et puis j'en avais marre de moi-même de pas faire de sport, enfin d'être différente sous cet aspect-là et de souffrir, d'avoir des grosses, grosses, grosses douleurs importantes. Donc du coup, j'ai contacté un ami qui était, enfin Béranger, qui était sur les bancs de la fac de psycho avec moi et qui a fait qu'une année. Après, il est parti dans une autre filière d'études. Et je lui dis, mais toi, Béranger, au fait, tu fais des programmes de sport pour les handicapés. Tu pourrais pas me faire quelque chose pour moi, vu que je suis handicapée aussi? Et puis, il m'a dit, mais c'est pas du sport. Tu vois, le truc. Et puis, du coup, c'est comme ça que sur un bout de papier avec un crayon de bois, un jour, il est venu chez moi et il m'a dit, bon, raconte-moi ce que c'est précisément ta maladie, les mouvements que tu peux, enfin, qui te créent des douleurs, parce que j'avais quand même repéré et qui m'a fait mon premier parcours d'activité physique sur mesure. Et quand j'ai pris l'habitude de le faire, au bout de à peine quelques semaines, j'ai ressenti un bien-être de dingue. Je pétais la forme, je dormais nettement mieux, j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins de douleurs chroniques. J'avais même diminué mes médicaments. Maintenant, j'en prends plus, j'ai plus de traitement de fond. Donc voilà, c'est impressionnant. Et puis, enfin, j'ai eu plein d'aspects géniaux dans ma vie. Et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai dit, waouh, Béranger, je l'ai appelé un soir, hein, donc c'était février 2020. Je lui ai dit, franchement, Béranger, non, mais là, on a un truc du tonnerre, quoi. Tu m'as changé ma vie avec ton parcours d'activité physique adaptée. J'ai dit, il faut qu'on aide toutes les personnes qui vont pas bien, toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont isolées, qui savent pas vers qui se tourner, qui sont aussi pas bien dans leur tête, parce que quand tu as des douleurs en permanence, que tu as un corps qui est meurtri par un handicap, qui physiquement, quand tu te regardes dans le miroir, tu t'apprécies pas. Enfin, tu vois, tu as une estime de toi qui est hyper basse. Il y a tout qui est en lien. Et bah, du coup, moi, tout était reboosté grâce à l'activité physique. J'ai dit, faut qu'on s'occupe de toutes ces personnes-là. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de lancer ProAdapt. Donc, on avait commencé par un état des lieux. Est-ce que ça intéresserait des gens et tout ça. On a eu plein de retours positifs de gens qui disaient, bah oui, enfin, avec grand plaisir, nous, on veut bien. Et donc, ça fait 3 ans qu'on est sur le lancement, donc qui sera, j'espère, fin 2022 officiellement, parce qu'en fait, on a eu l'idée d'une innovation digitale pour concevoir des parcours d'activité physique vraiment 100% sur mesure à partir d'un questionnaire santé que les bénéficiaires peuvent remplir en ligne avec du coup un petit algorithme qui tourne et ensuite c'est un professionnel du métier de Béranger, enseignant en activité physique adaptée, qui vient valider la cohérence entre le questionnaire santé, les douleurs, les capacités et puis les mouvements. Et ensuite, il y a un deuxième algorithme qui tourne pour illustrer les mouvements en vidéo, en photo, etc. Et donc, c'était une innovation digitale assez costaud à construire, surtout qu'on touche au domaine de la santé, qu'on était en plein contexte Covid, etc., avec les ordres des médecins, les ordres des kinés difficiles à joindre. Donc, ça a mis un peu plus de temps que prévu, et puis on mène ça à côté de nos emplois actuels. Mais voilà, on fait ça d'une manière éthique et bienveillante. On a offert tous les mois depuis bientôt 3 ans des parcours sur les réseaux sociaux avec des gens qui ont eu des résultats complètement incroyables. On est trop heureux pour eux. Donc, ça nous motive encore plus à lancer ProAdapt. Et voilà, on est dans une belle dynamique et on espère que ça va changer la vie de beaucoup de personnes, comme pour ma santé et comme pour la santé des gens à qui on a offert des parcours depuis quelques temps là. Est-ce que, avec justement toutes les investigations, les recherches que tu as faites, tu penses qu'il est possible de faire une activité physique adaptée avec n'importe quel handicap? Alors, Béranger te répondrait que oui. Parce que c'est pas moi le professionnel, c'est une question que j'avais posée au début. Et il m'a dit même quelqu'un qui est
qui est polyhandicapé ou qui a un trouble cognitif ou qui a un Alzheimer ou qui a une paralysie, en fait, il y a toujours une partie du corps qui fonctionne, même si c'est une partie cognitive, par exemple. Ou à l'inverse, même si une partie cognitive ne fonctionne pas. Donc, lui, il a des exemples, enfin, c'est son métier au quotidien, hein. Il intervient dans des structures où, par exemple, quand c'est un Alzheimer, bah, ça va pas être l'activité physique où il faut lire un parcours et le reproduire, ça va être plutôt bah, mettre les gens devant une table avec un verre retourné. Le principe aussi, c'est de faire un peu avec le matériel qu'on a chez nous, hein. Ça, c'est quand même très important, pas faire acheter du matériel. Donc, retourner un verre sur la table et puis essayer de dessiner des triangles imaginaires, des carrés imaginaires. Donc, en fait, tu fais travailler la tête, le cognitif, tu fais aussi travailler les membres. Ta main, l'appréhension, la force que tu as autour. En fait, c'est un exemple bête, mais c'est pour dire que vraiment, tout le monde peut faire de l'activité physique, peu importe le poids, l'âge, le handicap, mais il faut que ce soit adapté. C'est vraiment le principe et c'est son métier. C'est pour ça qu'il y a ces métiers-là. Et voilà, c'est un domaine médical. Enfin, c'est vraiment des conseils médicaux. Et donc les programmes que vous allez proposer sont à faire sans matériel. Alors, il y a une petite question dans le questionnaire santé pour préciser, est-ce que vous avez un tapis de gym? Est-ce que vous avez, enfin, quel matériel vous avez chez vous? Les gens peuvent dire ce qu'ils ont. Mais oui, par exemple, si t'as pas de poids, bah, tu peux prendre des bouteilles d'eau. Si t'as pas de tapis de gym, bah, tu peux plier une serviette et puis mettre sous tes cuisses ou sous tes genoux si tu fais un mouvement particulier. Enfin, il y a plein de choses qui sont effectivement sans matériel, enfin, qui sont adaptables. On ne veut pas que les gens dépensent de l'argent en plus pour prendre soin d'eux, puisqu'on est conscient avec ProAdapt, enfin, les personnes qu'on cible, qu'on veut aider, c'est des personnes qui vont pas bien. Donc potentiellement, c'est des personnes qui sont pas forcément en emploi, qui sont potentiellement soit enfin, en situation de précarité financière, qui touchent peut-être l'AH, le chômage, le RSA, qui sont, voilà, qui ont des difficultés morales, financières, physiques, et on ne veut pas leur en rajouter. Donc c'est vraiment une aventure, c'est là où je dis que c'est une aventure magique, humaine, bienveillante, éthique, c'est qu'on a essayé de la penser sous tous les aspects. Et du coup, ça sera des programmes, ça sera gratuit? Non, ils seront payants. Notre premier tarif, il est à partir de 39 €, mais c'est un tarif unique pour un an de parcours qui est à reproduire, hein. Donc, c'est pas un parcours différent euh, au fur et à mesure du temps, mais c'est un parcours évolutif où le nombre d'exercices peut varier, où le nombre de répétitions, la durée, enfin, il y a des choses. En tout cas, c'est un parcours qui est illustré un an sur un espace personnel en ligne avec des PDF téléchargeables pour illustrer les mouvements, avec des vidéos, avec tout. Et c'est vraiment 100% personnalisé. C'est-à-dire que c'est vraiment grâce à l'algorithme, mais surtout grâce aux professionnels enseignants en activité physique adaptée, que ce sera personnalisé. Donc ça reste un tarif, enfin, quand tu vois le tarif des salles de sport, des coachs et tout ça, 39 € pour un an, c'est pas grand-chose. Enfin, je pense qu'on reste raisonnable. Et dernièrement, tu as été sélectionnée pour participer au trophée H-Up Entrepreneur. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que récompense ce prix? alors le trophée H-Up Entrepreneur, donc c'est un trophée pour les entrepreneurs en situation de handicap qui portent bah, des projets d'entreprise à impact sociétal, on va dire. Et donc effectivement, ProAdapt a l'honneur, enfin j'ai l'honneur avec ProAdapt d'être nominé. Donc, on a candidaté parmi des centaines de candidatures et on a été retenu. Donc, on n'est que trois dans notre catégorie à être nominés. Donc, on est trop heureux, trop fiers. On est nominé dans la catégorie créateur en herbe. Donc, ça veut dire c'est bah, les toutes jeunes entreprises en cours de finalisation de création. Et donc, la remise des prix, c'est fin novembre, non, mi-novembre, je sais plus la date exacte. J'ai beaucoup de rendez-vous à venir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le prix du public où les personnes peuvent voter sur le site du trophée H-Up jusqu'au 2 novembre. Voilà, donc il faut voter pour ProAdapt, hein, bien sûr. D'accord, bah, je mettrai le lien du site dans les notes de l'épisode. Bah, j'espère que ça t'apportera toute la visibilité que vous méritez pour ProAdapt. Bah, tu as tellement bien répondu à toutes mes questions qu'on arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler? Waouh, c'est une question très large. Ouais. Euh, alors, les musiques, j'écoute de tout et je pense que la musique est importante dans la vie en général pour se donner du peps, pour accepter des moments qui sont difficiles parce que quand on a un handicap, des fois,
on a des moments où ça va moins bien. Enfin, c'est pas parce que on maîtrise le handicap, on est positif et tout ça qu'on n'a pas des moments de down. Voilà, je pense que la musique fait partie de la vie. Les podcasts, j'en écoute en permanence différents, dont le tien d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, enfin, j'en recommande pas particulièrement. Après, c'est vrai qu'au niveau livre, j'aime beaucoup les livres de développement personnel qui m'ont beaucoup aidé. Alors peut-être que c'est mon côté un peu psychologue, pas psychopathe, hein, psychologue. C'est peut-être mon côté un petit psychologue qui prend le dessus, mais j'aime bien ces livres-là. Donc il y a, il y en a plusieurs qui sont très accessibles. Le jour, enfin, comment ça s'appelle ce livre-là? Tu comprends que tu vis le jour où tu comprends que tu n'as qu'une vie, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, je connais pas les titres par cœur, je suis très Oui, mauvaise. je vois lequel, Voilà. duquel tu parles, je le mettrai dans Il y a les le notes de l'épisode. kilomètre zéro, j'adore aussi. Tu vois, donc ça, c'est des livres de développement personnel, mais qui sont tournés en format roman, qui sont super. Et après, les livres que je conseille, c'est tous les livres qui sont orientés PNL, donc programmation neuro-linguistique. C'est un outil psychologique de dingue, parce qu'en fait, on n'utilise pas beaucoup de capacités enfin de pourcentage de nos capacités cognitives. Et en fait, la PNL nous guide comment justement faire de la visualisation créatrice, positive, comment dompter par exemple des douleurs, comment dompter des sons, comment dompter plein de choses et comment arriver à réaliser ses rêves. Et il y a un autre livre que j'aime beaucoup, que je suis en train de relire pour la deuxième fois là, qui est en anglais par contre, qui s'appelle The Happiness Advantage, How a Positive Brain Fuels Success in Work and Life. Désolée pour mon accent, mais en gros, c'est comment le, happiness, enfin le bien-être, le bonheur peut programmer le cerveau pour réussir dans la vie, mais réussir, c'est pas que d'un point de vue professionnel, c'est aussi d'un point de vue personnel. Voilà, j'aime bien lire, ouais. Oui, tout ce qui est dans le sens de la force du mental sur le corps et sur notre vie, quoi. Si on pense positif, ça fait un cercle vertueux et des choses positives nous arrivent. Ouais, tout à fait. Après, en PNL, ça va bien au-delà de ça. Et quand on s'entraîne avec il y a vraiment des bouquins, tu vois, là j'en ai un sous les yeux un peu plus loin dans ma bibliothèque, de Anthony Robbins, qui s'appelle Pouvoir illimité. Et ben, il te donne des exercices. Par exemple, je pense aux personnes qui habitent à Paris et qui ont beaucoup de bruit autour d'elles, de rues et tout ça. Et ben, dans les bouquins de PNL, tu vas visualiser le bruit. Tu l'imagines, ils t'apprennent ça. Et puis, en fait, tu vas descendre comme un curseur d'un DJ, tu sais, les tables de mixage, là et ben tu vas descendre le curseur du bruit, il t'apprend à faire ça, et du coup, à la fin, tu n'entends plus le bruit extérieur et tu peux t'endormir paisiblement. Et en fait, c'est ton cerveau qui gère tout ça. Ton cerveau prend l'information du bruit, le traite et ça te gave. Ça te saoule d'avoir du bruit. Donc, du coup, tu es saoulé, donc tu te retournes, tu mets la couette, tu mets machin, tu mets des boules caisses, tu dors mal. Et en fait, ton cerveau a aussi la capacité d'inhiber l'information du bruit qui arrive. Et du coup, la PNL a des pouvoirs extraordinaires puisque ça t'apprend tout ça. Mais je vais m'y pencher dessus parce que j'étais persuadée que la PNL, c'était une méthode qu'on utilisait, par exemple, qu'utilisent les commerciaux pour aller convaincre. Et je pensais que ça avait vraiment un objectif business un petit peu. Ou de management, comment parler à ses employés. Et je savais pas que ça pouvait avoir un impact sur un côté développement personnel, en fait. Oui, il y a plein d'exercices qui t'expliquent aussi. C'est vraiment. Alors, moi, je suis fan de la visualisation. Alors, il y en a qui disent créatrice, positive, peu importe, c'est la même chose. Mais en fait, d'imaginer à l'avance la scène de tes sens, quel sens tu vas mobiliser, et du coup, d'imaginer comment la scène va se passer. Par exemple, imaginons la remise du trophée H-Up. Et ben avant que ça arrive, je vais m'imaginer, donc avant de me coucher ou plusieurs fois dans la journée, m'imaginer tous les sens. Donc je vais être un peu stressée, donc je vais être habillée à peu près de telle manière, je vais ressentir tous les sens, tout ce que je vais ressentir. Il y a plein d'exercices pour imaginer ça. Et après, ça permet le jour J d'être beaucoup plus serein. Tu peux l'utiliser aussi pour des examens. Moi, j'utilisais beaucoup à la fac pour mes examens en master. Enfin, il y a plein de choses qui font. Et tu vois, typiquement, quand les gens, quand ils ont un examen médical qu'ils redoutent, et ben, la visualisation créatrice, elle peut permettre justement d'anticiper positivement la situation et donc du coup de mieux la vivre. C'est pas forcément que l'autre va t'annoncer un truc positif, c'est juste que toi, tu vas la recevoir d'une meilleure manière. Et de la manière dont on reçoit les informations, dont
ouvert au monde, c'est une manière dont on va ou pas crisper son corps, avoir des réactions corporelles. Donc c'est hyper intéressant. Et là, dans le livre que je relis, là, The Happiness Advantage, ils disent, il y a un exemple de scientifiques, par exemple, qui ont cultivé pendant plus... Les scientifiques et les psychologues, des fois, ils sont un peu malades hein, dans leur analyse, enfin dans leur recherche scientifique. Ça date d'il y a quelques années, dans les années 1900, ils étaient vraiment à fond dans la psycho. Et du coup, ils ont cultivé pendant un certain temps auprès d'un groupe plein de choses positives, plein de sentiments positifs. Ah, vous êtes géniaux, machin. Enfin, la joie, le bonheur, la gratitude, la reconnaissance, plein de choses qui sont positives. Et un autre groupe de sujets témoins, ils ont au contraire, vous êtes des nazes, vous êtes nuls, vous êtes moches, enfin plein de sentiments négatifs. Et après, ils ont injecté un virus, bon, qui n'était pas un gros virus trop grave, mais comme un vaccin, mais en fait, c'était un virus. Eh bien, ils sont aperçus que le groupe des personnes qui étaient positives, qui ont cultivé la positivité, eh ben, n'ont pas été malades suite au virus, et tout le reste, toutes les personnes négatives, ont été malades. C'est un peu comme les gens qui disent parler à une plante, et ben, ta plante, elle sera plus jolie. C'est vrai, en fait, il y a tout ce qui est être humain a un impact à la positivité et au bien-être et tout ça. Donc ouais, la PNL, c'est top. J'en fais une grave promo là. Mais du coup, je consulte en PNL aussi s'il faut. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? Oh bah moi, c'est sourire tous les jours, penser positif. Voilà, même quand ça va pas, je me regarde dans le miroir en me brossant les dents ou je sais pas quoi, et je me dis, oh, là, tu fais la tronche de rat. Et un petit sourire, ça ira mieux. Et après, ça repart. Donc, c'est plutôt, voilà, essayer de cultiver le sourire et les pensées positives. Et j'ai pas forcément de mantra, parce que les phrases positives ou les mantras, je les trouve tous top. Donc, j'ai pas encore trouvé celui qui me va vraiment bien. Parce que vraiment, il y en a plein qui m'inspirent. Par contre, je peux donner une petite astuce. Je sais pas si c'est le moment, mais tous les soirs quand je me couche, je pense à trois ou quatre choses positives de ma journée. Et du coup, c'est vrai que ça cultive la concentration cognitive, enfin, oui, se concentrer sur qu'est-ce qui s'est bien déroulé. Parce que dans la journée, il y a plein de choses horribles qui arrivent, hein, des trucs, enfin, à tout le monde, il arrive des épreuves dans une journée, un peu petite ou grande. Mais se coucher le soir en prenant l'habitude de se citer des choses qui étaient bien dans la journée, un oiseau qui chante, un état de bien-être, quelqu'un qui nous a remercié, quelqu'un qu'on a aidé, peu importe ce que c'est et ben c'est hyper bien, et c'est hyper valorisant, c'est hyper bon pour la santé. Mais c'est un très bon conseil, mais moi je suis un peu comme toi, je m'endors en une seconde, alors comment je fais? Non, non, mais avant de s'endormir consciemment, il faut le faire consciemment. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu as envie d'aborder? Bah, on a quand même parlé de plein de choses qui étaient très intéressantes. Euh, Franchement, non, je pense pas parce que enfin, je pense qu'on a parlé pas mal de ce qui me motive, de la positivité, l'importance de l'entourage aussi. Ah si, il y a peut-être quelque chose qu'on peut dire, ce que j'ai fait aussi à la fin de mon adolescence et qui m'a beaucoup aidé à être bien et à être mieux maintenant, c'est de faire le tri autour de moi. Et ça, c'est horrible de dire ça, hein. Mais, euh, mais voilà, je pense que quand on a des épreuves dans la vie comme un handicap ou un accident, peu importe ce que c'est, on a plein de gens qui sont pas forcément sains. Il y a des gens malsains dans la vie, hein. Il y en a qui sont pas bien intentionnés, qui veulent tirer profit soit de la maladie, soit du handicap, soit de l'accident, ou alors qui veulent nous entraîner encore plus dans une chute avec eux, ou alors qui veulent qu'on se relève pas parce qu'ils ont des bénéfices au fait que nous, on soit une victime et qu'on se relève pas. Et toutes ces personnes-là, moi, j'en avais pas conscience. Je sais plus ce qui a fait que j'ai pris conscience de ça, mais en tout cas, je sais que j'ai fait un tri autour de moi et c'est une des choses que je m'étais notée là pour en parler dans le podcast parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Mais il y a des amis, alors franchement, c'est un peu à contre-cœur, hein, mais alors aujourd'hui, je les appelle encore les amis, mais j'ai plus de contact, où je leur ai dit, bah voilà, je les ai pris à part et je leur ai dit, bah voilà, pour moi, la relation, elle est pas saine, celle qu'on a. Voilà pourquoi. Et du coup, je ne souhaite plus poursuivre l'amitié avec toi et parce que je veux accorder mon amitié aux gens qui vont m'entraîner vers quelque chose de positif, vers quelque chose de bienveillant, vers une dynamique qui est bonne pour mon corps physique, enfin, et puis ma tête aussi mentale. Et du coup, c'est important, je pense, d'oser faire du tri autour de soi et oser rembarrer des fois les gens
et au contraire cultiver tout ce qui est positif et les amitiés exceptionnelles ou les gens exceptionnels qu'on peut avoir autour de nous. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? De quoi je suis le plus fière? C'est une bonne question. ProAdapt, j'en suis très fière d'avoir lancé ce projet entrepreneurial avec des vraies valeurs éthiques et humaines, parce que actuellement la société elle est plus sur des valeurs financières et parfois un peu malsaines. Mais je pense que ce dont je suis le plus fière, c'est ma vie en fait, d'avoir réussi à la prendre en main, d'être la personne qui est la responsable de ma vie, c'est moi en fait. Je n'ai pas laissé d'autres gens guider ma vie, guider le médecin, là, le méchant en blouse blanche qui m'avait dit que j'aurais une vie foutue, il a eu tort. Et du coup, voilà, d'avoir osé plein de choses, je trouve ça exceptionnel d'oser et après de dire, mais ouais, il fallait oser parce que tu es en train de vivre des choses exceptionnelles. Et tu vois, j'ai un mari, j'ai une famille exceptionnelle, j'ai des amis exceptionnels, j'ai une aventure exceptionnelle professionnelle avec plein de métiers différents que je fais. Et du coup, voilà, c'est ça. Je suis fière d'avoir osé et puis d'être la personne qui est responsable de ma vie, en fait. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ah, beaucoup de réussite pour ProAdapt. Que ça aide 1 million de personnes différentes et qu'on ait plein de gens qui soient tellement mieux dans leur santé, dans leur tête, dans leur corps, grâce à ProAdapt. Moi, je veux vraiment que les gens ils soient heureux, ils soient le mieux possible. Le contexte sanitaire a fait que les gens ont été encore plus isolés, ont encore plus souffert. Et du coup, je voudrais que les gens soient heureux. Alors, c'est pas pour moi, du coup, mais c'est ce que je souhaite pour tout le monde. Ouais. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, en tout cas c'était hyper enrichissant pour moi et j'espère pour les auditeurs. T'as donné plein d'astuces, que ce soit pour l'activité physique adaptée et même le côté développement personnel de la fin. Donc merci pour ton temps. Merci, à disposition. Et je suis très honorée d'avoir fait ce premier podcast avec toi. C'est mon premier podcast de toute Ah ma oui, vie. Donc, c'est vrai, c'était merci le beaucoup. premier? Ouais, Bah, c'est le premier. Voilà. tu t'es super bien débrouillée. Merci beaucoup et bravo pour tout ce que tu fais aussi. Merci. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Dora pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Dora ou retrouver des livres que l'on a évoqués. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode. Merci Dora pour cette superbe... J'arrive pas, je refais. Tu t'es arrêtée trop vite et du coup j'étais pas prête. Non, c'est ma faute. Je recommence du coup. Merci beaucoup Dora pour cette conversation. Merci à toi. À très bientôt. J'arrive pas à clôturer. Je sais pas quoi dire. Donc, c'est parfait. Ça se finit sur des bonnes notes positives.